Donc bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, c'est un peu avec émotion que je suis là ce soir. Émotion parce que je suis à Confolens et je suis né juste derrière, là-bas, dans cet hôpital qui n'est plus un hôpital aujourd'hui. Il y a un magnifique hôpital qui a été reconstruit un peu plus haut. C'est un excellent outil de travail, du moins je le pense. Je suis très ému parce que je retrouve des soignants avec lesquels j'ai débuté, où j'étais tout petit, et je les remercie, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Je suis ému parce que j'ai de la famille, j'ai des amis. J'ai aussi des patients qui sont là, alors ils me diront si j'ai annoncé la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle de façon adéquate. Et puis, je vois des anciens étudiants, donc je suis ravi de les retrouver là. Mais ils savent déjà de quoi on a parlé, puisqu'ils ont eu les cours il y a quelque temps. Alors, annoncer la mauvaise nouvelle, quels enjeux? On va essayer de balayer un petit peu cette histoire de la mauvaise nouvelle, de cette annonce qui est toujours un peu difficile. Elle est difficile bien sûr pour les patients, elle est difficile pour les proches, mais elle est aussi difficile pour nous, médecins, pour nous, soignants, parce qu'annoncer une mauvaise nouvelle, ce n'est pas si évident que ça, et ça ne tombe pas sous le sens. Donc on va essayer de travailler un petit peu là-dessus. Je suis très bavard, ce cours on peut le faire pendant 3 heures, 4 heures. Donc quand vous en aurez marre, vous levez la main, vous partez, et vous n'hésitez pas à m'interrompre. Alors ça devrait marcher, mais ça ne marche pas, donc on va faire autrement. On va faire comme ça. Ça devrait marcher, mais ça ne marche pas. Donc on passera à la main, je vais essayer de me pousser. Alors, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Alors d'abord, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle, finalement? Deuxième point, ça marche trop vite maintenant. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise nouvelle? En quoi l'annonce de la mauvaise nouvelle, c'est une question éthique? Et une question éthique, c'est quelque chose qui va nous faire réfléchir dans nos pratiques de soignants. Et pourquoi ça doit nous faire réfléchir dans nos pratiques de soignants? Parce qu'on est face à quelqu'un qui est en face de nous, qui est un humain, qui est un des nôtres, qui est peut-être même nous plus tard. Et donc, ça doit nous faire réfléchir. On n'est pas sur quelque chose de très mécanique, on n'est pas sur une voiture qui est en panne, etc. Quand et à qui annoncer la mauvaise nouvelle? Alors bien évidemment, ça paraît évident, il faut annoncer la mauvaise nouvelle aux patients. Oui, évident, mais parfois pas si évident que cela pour certaines catégories de patients, parfois pour certaines familles qui veulent protéger leurs proches ou leurs malades, ce n'est pas si évident que ça. Quelles seraient les conditions d'annonce de la mauvaise nouvelle? Eh bien, quand on est médecin ou quand on est soignant, quand on arrive face à un malade, face à une famille, eh bien, on n'arrive pas comme ça, les mains dans les poches, sans avoir réfléchi à ce qu'on allait pouvoir annoncer, comment éventuellement on allait pouvoir l'annoncer. Et enfin, si on a le temps, mais peut-être nous n'aurons pas le temps, on pourrait évoquer quelques mécanismes de défense que pourraient avoir les patients. Mais attention, les mécanismes de défense, il n'y en a pas que pour les patients, il y en a également pour nous soignants. Et annoncer une mauvaise nouvelle peut requérir de nous des difficultés que vous connaissez probablement au travers de vos parcours. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mauvaise nouvelle? Eh bien, la mauvaise nouvelle, telle que Buchmann nous le dit, c'est une nouvelle qui change radicalement et négativement l'idée que se fait du patient, de son être et de son devenir. Effectivement, quand on va annoncer une nouvelle, et a fortiori quand on va annoncer une mauvaise nouvelle, il y aura probablement un avant et un après. C'est-à-dire qu'à un moment, on va vous annoncer, ou on peut annoncer à ce patient, à cette famille, qu'il y a quelque chose qui va changer le cours de leur vie, parce qu'il va y avoir des traitements, peut-être parce qu'il n'y aura pas de traitement, justement. Eh bien, ça va complètement bouleverser notre vie future et ce que l'on peut penser de son avenir. Alors, qu'est-ce que ça va venir bouleverser? Eh bien, ça va venir bouleverser, bien évidemment, la santé. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, c'est probablement qu'il y a un problème au niveau de la santé. Mais vous allez voir que dans cette définition de l'OMS, eh bien, la santé, ce n'est pas qu'être malade. L'état de santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et parfois, on peut annoncer une mauvaise nouvelle qui peut avoir un impact physique parce que ça peut vous donner des douleurs, ça peut laisser progresser une maladie dans votre être, ça peut vous donner des problématiques psychologiques, de l'anxiété, parfois de la dépression, mais aussi ça peut être complètement
compliqué sur le plan social. Et parfois, annoncer une mauvaise nouvelle, ça peut être aussi une amputation au niveau d'un membre. Et vous voyez bien que si vous êtes un sportif de haut niveau, tout de suite, ce fait d'amputer, qui n'est pas forcément une gravité qui peut mettre la vie en danger, va compromettre l'état de santé. Alors bien évidemment, il y a des prothèses, il y a plein de choses qui vont changer l'évolution de la prise en charge, mais ça fait partie. Annoncer la mauvaise nouvelle, ce n'est pas qu'annoncer une maladie qui est évolutive, ce n'est pas qu'annoncer une fin de vie qui peut approcher. Donc c'est important de bien connaître que l'état de santé, ce n'est pas qu'un état physique de maladie. Et là, vous voyez bien que dans les piliers de conservation de la santé, parce que je ne sais pas si vous voyez bien, eh bien tout ça va être mis à mal dans finalement l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Il va y avoir des problèmes de performance, d'activité sociale, des problèmes de culture également, le corps, l'esprit qui vont être complètement bouleversés, et vous voyez bien qu'on n'est pas simplement sur le champ du médical. L'annonce de la mauvaise nouvelle, ça va bouleverser l'ensemble des champs, et c'est extrêmement important d'en prendre conscience quand on est aussi soignant. Alors l'annonce de la mauvaise nouvelle, et mes étudiants savent bien que je leur propose souvent cette diapositive qui est le colissimo. Le colissimo. Mais ça y est, le professeur Moreau, il est complètement barge, il nous montre un colissimo. Mais que veut dire ce colissimo? Alors le colissimo, c'est le samedi matin. Le samedi matin, bon, pour ceux qui travaillent, il y a quelques retraités, mais pour ceux qui travaillent le samedi matin, on dort peut-être un peu. Et puis d'un seul coup, à 9h, il y a la sonnerie, il y a le facteur qui arrive, qui vous ouvrez la porte, parce que vous êtes complètement hirsute, vous êtes descendu, vous ouvrez la porte, et là, il vous tend un colis, vous signez, vous fermez la porte, et vous avez le colis dans la main. C'est ça, le colissimo. Et le facteur, il repart, il a donné son colis. Eh bien, ce colissimo, c'est vraiment ce que ne doit pas être l'annonce de la mauvaise nouvelle. Et en fait, quand on est face à un malade qui va arriver, face à une famille, eh bien, il va falloir faire attention à la façon dont on va aborder cette annonce de la mauvaise nouvelle. Et on ne peut pas arriver, avec notre paquet et vous dire, voilà, vous avez telle maladie, tel pronostic, on va faire tel traitement, tant de chances de guérir ou de ne pas guérir, d'être en rémission, etc. Et au revoir. Ça, c'est la méthode colissimo. C'est vraiment ce que l'on ne peut pas faire parce que c'est extrêmement compliqué. Déjà, nous, on va arriver avec un diagnostic parfois difficile à annoncer, et vous n'êtes peut-être pas prêt encore à entendre ce diagnostic, et je ne peux pas vous le délivrer comme ça et repartir comme si rien ne s'était passé. Donc, le colissimo, c'est bien pour le facteur, mais c'est pas forcément bien pour nous, soignants, et pour annoncer cette mauvaise nouvelle. Donc le colissimo, il a de l'intérêt dans cette présentation. Alors, quels sont les enjeux? Finalement, que dit-on? Qu'est-ce qu'on va dire dans l'annonce de cette mauvaise nouvelle? Bien sûr, il va falloir informer, et on verra tout à l'heure que cette information, elle est capitale. Pourquoi est-ce qu'elle est capitale? Parce que de l'information, il va y avoir du consentement aux soins. Et on ne peut pas consentir aux soins si on n'est pas informé sur ce quoi on doit consentir. En clair, on ne peut pas vous demander d'accepter un traitement si vous ne savez pas à quoi va servir le traitement et quelle est la maladie qui va engendrer cette prise en charge. Donc, que dit-on? Bien évidemment, c'est quelle est la légitimité de ce qui va fonder le soin plus tard. Pour qui le dit-on? Et ça, c'est très important. Est-ce qu'on le dit pour nous, docteurs? Parce que finalement, on a besoin, nous soignants, de dire quelque chose, mais peut-être que ce qu'on a à dire au patient n'a pas vraiment d'intérêt pour le patient. Et qu'on le dit vraiment parce qu'on a besoin de le dire, parce que c'est médico-légal, parce que... Non. Il est important de se dire que quand on annonce une mauvaise nouvelle, il faut aussi que cette annonce soit profitable et serve aux patients qu'on aura en face de nous, à la famille qu'on aura en face de nous, pour qu'ils puissent se préparer dans un traitement ou dans un accompagnement de fin de vie, par exemple. Est-ce qu'on a vraiment besoin du micro? Oui. Ah, oui. Mais... Bon, alors, parce qu'il coupe de temps en temps. Alors, pourquoi le dit-on? Ça, c'est aussi un élément important. Pourquoi est-ce qu'on doit annoncer cette mauvaise nouvelle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit annoncer parfois des mauvaises nouvelles parce que le patient, parce que la famille, ils ont nécessité de se préparer à un avenir qui va être fait de traitement, qui va être fait parfois de non-traitement, et parfois qui va être un accompagnement vers une fin de vie. Et ça, c'est extrêmement important de se dire, ça a un intérêt, parce que derrière, ça va ouvrir le champ des possibles, et on y reviendra tout à l'heure, y compris lorsqu'on est dans une situation de fin de vie. Alors, à qui le dit-on? Ça, c'était un élément qui est aussi extrêmement important.
À qui dit-on cette mauvaise nouvelle? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, le patient doit être au cœur de nos préoccupations, mais souvent, quand on est proche, on a envie de protéger son patient, on le verra à travers certaines études, et puis on a envie de chanter un petit peu, parce qu'on a envie de protéger son proche, on n'a pas envie de lui faire du mal, etc. Mais comment ne pas annoncer la mauvaise nouvelle à ce patient? Comment, lui qui a peut-être perdu 3-4 kilos, 5 kilos, 10 kilos, comment lui dire mais non, c'est pas grave, et ne pas lui donner cette information alors qu'il sait bien qu'il se trame quelque chose? Et comment garder sa confiance si vous, proche, vous savez ce qui se passe et que le patient lui-même n'est pas informé de ce qui se passe? Vous voyez, trouble de confiance entre le patient et vous-même au sein de la famille, mais surtout entre le patient et nous soignants, parce que c'est important d'avoir cette alliance pour pouvoir aller dans une approche de thérapeutique ou dans une approche d'accompagnement. Et à quel temps le dit-on? Est-ce qu'il faut tout dire tout de suite? Est-ce qu'il faut le dire de manière progressive? Est-ce qu'on a le temps pour annoncer les mauvaises nouvelles? Et vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai quelques exemples, où des fois, effectivement, on a le temps. On a le temps d'annoncer des troubles des fonctions supérieures, c'est-à-dire on perd la mémoire, un petit. Et puis la consultation d'après, on en dit un petit peu plus. Et puis après, on va poser un diagnostic peut-être un peu compliqué. Mais parfois, c'est plus compliqué parce que la maladie, elle va très vite. Et on n'a pas le temps d'attendre 2-3 consultations pour dire des choses parfois un peu difficiles. Donc c'est important de se repérer sur quels sont les enjeux de cette annonce de mauvaise nouvelle. Alors un petit peu d'éthique et un petit peu de philosophie finalement. En quoi l'annonce de la mauvaise nouvelle est-elle une question éthique? Et ça, c'est Jacques Ricot, qui est un philosophe, qui le disait. Eh bien, c'est une question éthique, parce que l'annonce de la mauvaise nouvelle, elle met en relation la subjectivité de deux êtres. Et effectivement, annoncer la mauvaise nouvelle à monsieur, à madame, à tel enfant ou à telle personne âgée, ce n'est pas se dire « ma voiture est en panne et qu'est-ce que je vais devoir changer ?» Il y a vraiment une relation entre deux êtres, une relation singulière entre moi le soignant, mais je vais plutôt dire entre le patient et moi le soignant. C'est-à-dire qu'il va falloir que je puisse trouver les mots pour pouvoir dire les choses à cette personne qui est en face de moi, mais cette personne qui peut me toucher. Qui peut me toucher parce qu'elle peut avoir mon âge, qui peut me toucher parce que elle peut avoir l'âge de mon père, de mes enfants, etc., etc. Donc, l'annonce de la mauvaise nouvelle, c'est vraiment une question éthique parce que c'est une relation singulière. Et vous savez bien que la relation avec le médecin, c'est extrêmement important, ou avec votre équipe soignante. Si vous êtes en capacité d'avoir confiance en cette équipe soignante, globalement, il y a déjà un bon travail qui est fait pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Et c'est vrai que ce qui se passe au moment d'annonce de la mauvaise nouvelle, c'est extrêmement dense en termes de psychologie et dans cette relation. Et puis, Frédéric Worms, qui est un autre philosophe, dans le moment du soin, il dit « Attention, dans l'annonce de la mauvaise nouvelle, elle va mettre en action la vulnérabilité, une asymétrie de relation. » Et bien évidemment. Et il va falloir faire attention, parce que moi, en tant que médecin, quand je vous annonce un diagnostic, je connais éventuellement le diagnostic. Éventuellement, je connais quel peut être le pronostic de telle maladie. Et on a des algorithmes, etc., qui peuvent exister. Il y a de l'incertitude, attention, hein. On ne sait pas que tout va se passer de manière linéaire, bien au contraire. Mais on a une connaissance sur éventuellement l'évolution de cette maladie. Et on sait que telle maladie va être peut-être un peu plus grave qu'une autre, que le pronostic sera peut-être un peu plus réservé que pour un autre patient. Et ça, c'est ce qu'on appelle connaître. Et il y a une asymétrie dans la relation parce que le patient en face de nous, lui, il n'a pas cette connaissance-là. Et donc, il va se fier à ce que l'on va lui dire. Et donc, il faut être extrêmement vigilant pour nous médecins de garder cette relation de confiance, d'avoir conscience de cette asymétrie que l'on a entre les deux et de la respecter sans que ça soit un abus de pouvoir. C'est-à-dire, je connais votre diagnostic, je connais votre maladie, je dis qu'il faut tel traitement et vous allez faire tel traitement. C'est cette asymétrie qu'il va falloir faire attention parce que la personne qui est en face de nous, elle est vulnérable. Et elle est vulnérable parce qu'elle est malade. Mais attention, vulnérabilité ne veut pas dire faible. Ce n'est pas parce que le patient qui est en face de nous est malade qu'il n'a pas son mot à dire pour nous inciter à partager peut-être une prise en charge ou autre chose.
Donc ça, c'est important d'en avoir conscience quand on annonce une mauvaise nouvelle. Une autre chose qui est important de connaître quand on annonce une mauvaise nouvelle, et là ce sont les anthropologues qui nous le disent, c'est Sylvie Fenzang par exemple, elle nous dit, quand on annonce une mauvaise nouvelle, c'est difficile. C'est difficile d'emblée parce que vous, quand vous êtes patient ou quand vous êtes proche, que vous venez pour l'annonce de cette mauvaise nouvelle, eh bien vous n'êtes pas dans les mêmes dispositions que moi en tant que médecin ou que nous en tant que soignants pour annoncer cette mauvaise nouvelle. Vous venez pour quelque chose de très personnel. Vous voulez savoir qu'est-ce qui va vous arriver à vous en tant qu'individu. Alors que nous, en tant que médecins, quand on annonce une mauvaise nouvelle, bien évidemment, on va essayer d'adapter au plus proche de la singularité de ce patient, mais la finalité finalement de notre réflexion va être basée beaucoup sur du scientifique, beaucoup sur du statistique. C'est-à-dire, telle pathologie cancéreuse, eh bien on sait qu'il faut faire ça parce qu'il y a 60, 70%, 80%, et je dis n'importe quoi, de réponses, et que c'est ça qui est mieux. Oui, mais 70% de réponses pour un patient, ça veut rien dire. Et souvent, je vais vous prendre l'exemple d'une maladie que l'on suit en hématologie qui s'appelle un lymphome de Hodgkin, peu importe. Et ce lymphome de Hodgkin, il touche le plus souvent les jeunes gens ou les personnes après 60 ans. Mais quand vous avez un gamin de 18 ans qui arrive avec ses parents avec un lymphome de Hodgkin très localisé, vous allez annoncer une mauvaise nouvelle. C'est quoi le Hodgkin? Le Hodgkin, c'est une maladie cancéreuse des ganglions. Et on sait qu'avec les progrès de la médecine, 90% de ces adolescents ou de ces jeunes adultes, quand ils ont une forme localisée, vont probablement guérir de cette maladie, au prix d'une chimiothérapie, etc. Mais ça veut dire que le patient, ce jeune homme, cette jeune femme qui arrive en face de nous, ses parents qui sont avec ce gamin, entre guillemets, c'est pas péjoratif, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils attendent de moi quand j'annonce la mauvaise nouvelle? Ils attendent de dire, docteur, dites-nous qui va guérir. Et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de leur dire, mais oui, je vais guérir votre enfant. Mais je ne peux pas lui dire ça. Parce que même si 90% des adolescents vont avoir une rémission par rapport à cette maladie, et si celui-ci, il est dans les 10%, qu'est-ce qu'ils vont dire dans 4 mois quand je les reverrai à la consultation? Mais docteur Moreau, vous m'avez dit que vous alliez me guérir. Mais non, je ne peux pas vous dire ça. Et vous voyez qu'il y a cette dissymétrie. Vous attendez quelque chose de sûr et de finalement assez adapté, alors que moi, je suis en capacité de vous dire quelque chose d'un petit peu général parfois. Donc ça, c'est un élément important. L'annonce de la mauvaise nouvelle, c'est un traumatisme. Oui, c'est un traumatisme, mais pas nécessairement. Et finalement, vous voyez, la photo, c'est la bombe nucléaire. C'est vraiment le tsunami. Et souvent, quand on annonce une mauvaise nouvelle, eh bien, on voit bien qu'au bout de 2 secondes, j'ai à peine dit 2 mots, et je sens bien que la porte est fermée. Il va falloir que j'attende. J'attends pour avancer parce que quand on annonce une mauvaise nouvelle, un moment difficile, on n'est pas en capacité d'entendre le docteur pendant 30 minutes, 15 minutes. Au bout de 2 minutes, c'est déjà fini. Au bout de 2 minutes, certains patients disent c'est bon, c'est comme si un mur en face de moi tombait. C'est comme si je descendais au -2 du CHU, etc., etc. Le sol se dérobe. Et on le voit bien. On voit bien que le patient perd le fil. On voit bien que la famille cherche le regard de ce patient qui est en difficulté. Et on sent bien que c'est difficile ce moment-là. Et en quoi c'est traumatisant? Parce que finalement, il y a un effet de bascule. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, même si le pronostic de la maladie n'est pas avancé, mais finalement, on se rend compte qu'il y a une bascule. Avant, j'étais en bonne santé, finalement, j'allais pas trop mal, et maintenant, je fais partie des malades. Et peut-être même maintenant, je fais partie des malades graves. Et peut-être que même maintenant, je fais partie des malades graves, et peut-être même mourants. Donc on voit bien qu'il y a cette évolution, il y a cette bascule entre le moment et l'après. Comme si on sautait d'une berge à une autre, on était bien portant et finalement on n'est plus bien portant. Ou on avait une maladie qu'on pouvait finalement mettre en rémission et maintenant on ne peut plus la mettre en rémission. Et on voit ces propos, alors vous avez du mal peut-être à lire à cause des lumières, mais c'est cette expression de cette malade, on lui dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Et là elle nous dit, ça y est, je suis projeté avec violence dans cet espace-temps, où je pressens que le gouffre va s'ouvrir, m'engloutir, mais que je suis encore du bon côté pour quelques secondes très fragiles. Ces quelques secondes où tout va basculer, où le sol se fissure jusqu'à devenir une faille, m'obligeant à passer de l'autre côté sans espoir de retour sur la berge saine. La peur panique s'empare de tout mon être, ces quelques secondes que je voudrais éternelles,
parce que je sais que déjà après, rien ne sera plus pareil. Et même si finalement cette annonce de la mauvaise nouvelle ne compromet pas votre vie, ça reste une mauvaise nouvelle. Je vous parlais tout à l'heure de l'amputation au moment de l'accident de la voie publique. Eh bien, effectivement, ne plus avoir sa jambe, c'est irrémédiablement ne plus avoir sa jambe. Ou alors avoir une maladie grave que l'on ne pourra plus guérir, c'est irrémédiablement ne plus être finalement en bonne santé, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un avant et il y a un après. Alors, l'annonce de la mauvaise nouvelle, elle est moralement nécessaire et nécessairement immorale. Elle est moralement nécessaire, bien sûr que c'est moralement nécessaire. C'est moralement nécessaire parce que chacun est en droit à savoir à quel bouleversement il va devoir accommoder sa vie future. C'est extrêmement important que vous, en tant que patient, que moi, en tant que patient potentiel, on puisse me dire ce qui va se passer pour que je puisse éventuellement anticiper, me préparer à un traitement ou préparer tout simplement parfois des papiers pour mettre quelqu'un à l'abri. Mais c'est nécessairement immoral parce que certes, il faut que le patient puisse se préparer, il faut qu'il puisse être informé, mais moi je suis obligé de dire à ce patient quelque chose pour que rien au monde je voudrais qu'on me dise. Effectivement, quand je pensais au Hodgkin tout à l'heure, jamais je n'imaginerais qu'un docteur puisse me dire ça pour mon enfant. Et vous voyez que c'est insupportable de penser qu'on puisse annoncer ce type de mauvaise nouvelle. Et on voit bien que, eh bien, il y a cette dichotomie entre cette annonce qui est moralement nécessaire et cette annonce qui est nécessairement immorale. Et donc, face à l'annonce, il y a deux règles qui s'affrontent. Celle de ne pas faire subir à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse subir, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, ne pas dissimuler à l'autre une information qui le concerne directement. Et je vais vous parler d'un exemple parce que les étudiants, je pense, se souviennent parce qu'il était extrêmement marquant. Je me souviens de Cédric. Cédric, il avait 35 ans, une maladie extrêmement grave. Et Cédric, il avait des petits problèmes familiaux, il devait mettre à l'abri ses enfants et sa compagne. Et donc, on dit à Cédric, vous savez, Cédric, on n'est pas sûr de pouvoir vous guérir. Et on a dit, vous savez, Cédric, il faudrait peut-être voir, parce qu'à la maison c'est un peu compliqué, il faudrait peut-être qu'on arrange un petit peu les papiers. Cédric nous dit, bah oui, je vais me marier. Je vais en parler, et puis on va se marier. Et on était au mois de janvier. Et puis, bah, vous voyez, il faut dire ça à Cédric, hein. Il a 35 ans, c'est difficile quand même de dire ça à Cédric à 35 ans. Donc c'est moralement nécessaire, parce qu'il a besoin de se préparer, Cédric. Mais c'est immoral pour nous de pouvoir dire ça. Et donc Cédric, on parle avec sa future femme, et puis finalement il nous dit, ok, on va se marier dans l'été. Et là, la fois d'après, on dit à Cédric, mais vous savez Cédric, l'été c'est peut-être un peu loin, etc. Vous voyez, on est obligé d'annoncer des choses parfois qui vont loin et qui sont difficiles. Et vous voyez, à qui ? Est-ce que vous pensez que j'aimerais qu'on m'annonce ce type d'information ? C'est vraiment extrêmement violent. Mais ne pas annoncer ça à Cédric, c'est le fait qu'il ne puisse pas préparer son avenir, qu'il ne puisse pas mettre à l'abri ses enfants, son épouse, etc. Sa future épouse. Bilan des courses, Cédric s'est marié en urgence au mois de février. C'était un mariage extrêmement heureux dans le service. L'officier de la mairie était venu, le CHU avait fait un magnifique gâteau, il y avait une robe de mariée, c'était magnifique. Mais si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas poussé ce côté immoral de l'annonce, si on s'était dit, mais bon sang, bonsoir, mais qu'est-ce qu'on fait ? Cédric n'aurait pas pu préparer. Donc c'est important parfois d'annoncer des choses difficiles, même si c'est pas si simple que cela. Alors, pourquoi est-ce qu'on va informer ? On va informer parce qu'il y a une team. Alors la team, elle est entre le docteur et le patient, mais la team, elle est entre les soignants finalement, dans lequel le docteur fait partie, et puis ce patient. Et il suffit de lire ce livre qui est vieux. Alors les plus jeunes ne connaissent pas ce livre, mais lisez ce livre de la Ligue contre le cancer. Enfin, je ne vous demande pas de le lire de toute manière, aucun intérêt, pour voir que quand on est médecin, on est franchement des fois pas très bon.
On n'est pas très bon. On n'est pas très bon pour l'annonce de la mauvaise nouvelle. On n'est pas très bon pour avoir cette empathie qui serait nécessaire. Et puis, on n'a pas forcément le temps. On va faire ça par téléphone. Horrible, par téléphone. Entre deux portes. Horrible, entre deux portes. Et puis, voyez, ça, c'est le colissimo. Pas de colissimo. Et là, on voit bien que ça, c'est important. Parce que l'annonce de la mauvaise nouvelle, probablement, c'est brutal. Et vous avez beau être un gentil docteur, vous avez beau avoir un bureau avec une fenêtre, vous avez beau avoir une plante verte dans votre bureau, ou des beaux tableaux. Alors mes patients savent que j'ai pas mal de tableaux dans mon bureau. Oui, ça c'est, bien sûr, il y a tout ça, c'est hyper important. Mais quand je vais vous annoncer cette mauvaise nouvelle, forcément ça va être brutal. Et à partir du moment où je vais vous annoncer des choses difficiles, eh bien il y a cette notion de basculement de la vie. Il y a une sorte de sidération. Et là, vous me regardez et vous êtes complètement éberlué et vous n'osez même plus parler et parfois vous n'osez même pas pleurer alors que c'est important. Et on sent qu'il y a un anéantissement qui est complet. Là, on descend facilement au -2. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une notion de sentence, une notion de verdict qui tombe. Ah, j'étais pas malade, je suis malade. Ah, j'étais malade, mais maintenant on ne peut plus me guérir. Ah, je vais peut-être pas pouvoir vivre aussi longtemps que je le souhaitais. Et puis il y a cette notion de mort, c'est forcément violent. Et j'ai beau être gentil, j'ai beau mettre mon plus beau sourire, j'ai beau essayer de parler le plus distinctement possible, d'avoir la meilleure empathie possible, de toute manière il faudra faire passer cette annonce qui va être difficile. Alors il va y avoir des difficultés dans l'annonce de cette mauvaise nouvelle. La vérité. Dire la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Est-ce que c'est la vérité du docteur? Est-ce que c'est la vérité de vous, patients? Est-ce que c'est la vérité des proches, de la famille? Est-ce que c'est la vérité des amis? Ah, ça, c'est pas si simple. La vérité, c'est une question à plusieurs entrées. Et faut-il dire la vérité? Bien sûr qu'il faut dire la vérité, surtout ne pas mentir, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il faut dire forcément toute la vérité à ce moment-là, pour ce patient-là? Bah, tout ça, ça se discute. Mais il ne faut pas omettre de donner des informations qui sont importantes. Et on a parlé tout à l'heure du rythme. Quel rythme? À quel rythme je vais annoncer cette mauvaise nouvelle? Je vous ai dit tout à l'heure, si on perd un peu la mémoire, on a le temps. On a le temps parce que la mémoire, on va continuer à la perdre. Et on peut avoir 2, 3, 4 consultations pour annoncer ça. Quand on a des pathologies neurodégénératives, également, on a un peu le temps. On a un peu le temps de préparer le patient. Quand on a un cancer, eh bien, parfois on prépare de manière insidieuse. Ah, cette petite boule dans le sein. Ah, il y a la mammographie. Ah, il y a la biopsie. Puis il y a ce temps. Et ce temps, il aide à cheminer. Et puis il va y avoir la consultation d'annonce, puis la consultation d'annonce thérapeutique. Et on voit que là, on a encore le temps. Parce qu'entre le moment où vous allez aller à la mammographie, avoir la biopsie, etc., il y a un temps qui est immense. Parfois, ce temps même, il est insupportable pour les patients. Attendre le rendez-vous avec le docteur, attendre les résultats anatomopathologiques, etc., etc. Donc c'est parfois insupportable. Et puis parfois on n'a pas le temps. En hématologie, parfois on n'a pas le temps. Il y a une prise de sang qui est faite en ville parce que le patient était un peu fatigué. Ah, il était un peu fatigué. Et puis avant d'aller au champ, eh ben, l'agriculteur va être là et puis l'infirmière va passer, va faire la prise de sang. Et puis 6 grammes d'hémoglobine, une anémie très profonde. Et là, le biologiste, il appelle le CHU. Attention, j'ai vu dans tel laboratoire, il y a une leucémie aiguë. Et là, il va falloir appeler le médecin généraliste, qui va appeler le malade en lui disant, il faut qu'il vienne tout de suite. Ça, il n'y a plus de temps là. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais du temps pour dire. Et là, maintenant, j'ai plus le temps. Et ce pauvre agriculteur se retrouve propulsé directement dans ma salle de consultation. Et je lui dis, il va falloir faire un myélogramme. Et puis, une fois qu'on aura fait le myélogramme, on va commencer un traitement, etc., etc. Et donc, la question qu'il va me poser, il me dit, mais qui va s'occuper de mes animaux ce soir? Elle est bonne, cette question. Qui va s'occuper de ces animaux? Et vous voyez que le pauvre, en 6 heures, il est propulsé du malade, de la personne qui était simplement un peu fatiguée, à la personne qui est très malade et qui va rester avec nous pendant 5 semaines. Vous voyez que parfois le temps on l'a, et parfois le temps on l'a pas. Mais quand on n'a pas le temps, c'est d'une violence extrême. Hein, je me souviens de cette maman qui se disait, mais qui va récupérer mes enfants à l'école? Ah ouais, et ça c'est une bonne question. Et on voit bien que c'est violent. Forcément c'est violent dans son corps, mais c'est violent dans son esprit. Et puis, il va y avoir la précaution.
La précaution. Ah, c'est important d'avoir de la précaution quand on annonce une mauvaise nouvelle. Ben, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Monsieur X, il est rentré aux urgences pour une AC par F1. Et il a fait un IDM avec un STA, avec un sus décalage ST. Donc nous vous avons proposé des AVK, vous avez eu une coronarographie, non, on va vous mettre du bêta-bloquant, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous avez tout à fait compris ce que je vous ai dit. Je vous ai fait une information. Ben oui, je vous ai fait l'information que vous êtes arrivé aux urgences, que vous êtes arrivé avec un trouble du rythme, le cœur était irrégulier, que vous avez probablement fait un infarctus, qu'on va vous passer un petit ballonnet pour dilater, etc. Vous avez tous compris ça. Ben non, vous ne l'avez pas compris. Ça, c'est la précaution. La précaution avec laquelle on va vous parler. C'est-à-dire qu'on va employer pas les mêmes mots si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes ouvrier. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut s'adapter à la personne. Et je ne parle pas à un étudiant comme je parle à une personne plus âgée, ou quand je parle à une personne très âgée. Ce n'est pas tout à fait la même information. Donc il va y avoir de la précaution. Précaution pour que cette personne puisse comprendre un petit peu ce qui va se passer. Eh bien oui, quand je parle d'anémie, moi c'est mon quotidien l'anémie. Mais pour vous, ce n'est pas votre quotidien. Donc l'anémie, vous ne savez pas ce que c'est. Ben, l'anémie, c'est un peu des baisses des globules rouges. Mais si je parle comme ça va être compliqué pour vous de comprendre. Et pourtant, ça c'est extrêmement important. Il va y avoir de la considération. Ah, ça c'est hyper important, la considération. Avec le patient que l'on a en face de nous. Bah, que vous ayez le sou, que vous n'ayez pas le sou, que vous soyez très riche, très fortuné, que vous soyez une bête intellectuelle ou pas du tout, la considération, elle est hyper importante. Et vous devez venir comme vous êtes, c'est comme chez McDonald's, et on va vous annoncer, parce que c'est important d'avoir de la considération pour l'autre, parce que cet autre, il n'a pas demandé à être malade, il n'a pas demandé à avoir un handicap, et il n'a pas demandé à avoir tel accident ou telle problématique. Et puis il va y avoir, dans la difficulté de l'annonce, l'ambivalence. L'ambivalence. L'ambivalence, mes étudiants, ils savent que mon truc fétiche, c'est le syndrome du camembert. Le syndrome du camembert. Alors, aucun psychologue ne connaît le syndrome du camembert, mais ça marche aussi avec la guimauve. Vous savez, les petits ours en guimauve, ça marche aussi. Le syndrome du camembert, c'est cette creusoise adorable. Cette creusoise, que je suis toujours, elle me dit « Docteur, vous pouvez tout me dire. Je suis prête, je suis forte, surtout ne me cachez rien. » Belle croûte. Beau camembert. Vous savez, le camembert, c'est quand vous allez dans le supermarché, il y a des gens, des fois, qui ouvrent les boîtes de camembert pour savoir s'il est dur à l'intérieur ou pas. C'est pas beau, hein, c'est dégueulasse. C'est pas propre du tout. Et bien, le syndrome du camembert, c'est ça. C'est cette patiente qui se présente à vous, et elle le fait encore, et ça me fait à chaque fois rire, et je lui dis, vous savez, le syndrome du camembert. Et là, ça me fait rire, et ça l'a mis sur... Et elle me dit, vous pouvez tout me dire. Et j'ai à peine ouvert la bouche, que je vois que je peux rien lui dire, parce qu'elle n'est pas capable d'entendre. Et dès que j'ai dit 2 mots, elle commence à avoir le menton qui frissonne, elle commence à avoir envie de pleurer, etc. Et je ne suis pas en capacité de lui donner l'information. Alors la croûte est belle, c'est un beau camembert, mais dedans c'est un peu mou. Et puis à l'inverse, vous avez celui-ci là qui est un peu chétif. Oh là, celui-ci il paraît bien difficile, il paraît un peu déprimé, il paraît pas très fort. Et bien celui-ci, dans l'ambivalence, il n'est pas du tout. Là, vous allez commencer une information, il va prendre la pelote et il va la tirer. Il va la tirer et il va vous amener à annoncer des choses parfois beaucoup plus loin que même ce que vous aviez pensé pouvoir annoncer à ce moment-là. Et là, vous voyez, la croûte, elle n'a pas l'air très belle. La croûte n'a pas l'air très belle, mais dedans, c'est bien dur. Donc on voit que parfois, on a des difficultés d'annonce, parce que parfois, c'est facile, le patient est en capacité d'entendre, et puis parfois, c'est pas si évident que ça. Alors, pourquoi c'est important de faire tout ça? Parce que derrière, il y a de l'information. Et que derrière cette information, ce qui est important à retenir, c'est le consentement aux soins. C'est-à-dire que quand on vous annonce, derrière, on va consentir, éventuellement, le patient va consentir à une prise en charge, il doit consentir, ou on doit essayer de faire consentir à une prise en charge. Et vous voyez bien que ça va être difficile. Ça va être difficile de trouver les mots pour le dire. Quels mots, moi, docteur, nous soignants, on va employer pour dire à ce patient qui rechute pour la 3e fois? Ah oui, rechute pour la 3e fois. Et je me souviens d'un collègue médecin qui sortait d'un traitement un peu difficile et qui m'avait dit, vous savez Stéphane, si je rechute, jamais.
Jamais vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne ferai plus aucun traitement. Et bien sûr, ce qui devait arriver peut-être arriva, et mon collègue me refuta, et je me suis dit, purée, mais comment je vais lui annoncer cette rechute, et comment je vais lui faire accepter un traitement, parce que ça avait été un peu compliqué. Donc ça veut dire, comment je vais trouver les mots pour le lui dire. La deuxième chose, qui est un peu compliquée, c'est comment je vais trouver le temps pour lui dire. Et vous savez qu'aujourd'hui, les soignants, il n'y en a pas partout, et que les docteurs, c'est overbooké, que 10 minutes, 15 minutes. Oui, mais pour annoncer une mauvaise nouvelle, il me faut du temps. Mais quand je vois 25 patients par jour, comment je trouve le temps pour avoir une demi-heure, 3/4 d'heure pour pouvoir... Donc ça veut dire que ça se prépare, l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Il va falloir trouver les moyens pour le dire. C'est-à-dire comment, au-delà des mots, je vais m'installer, comment je vais lui faire passer ce message, etc., etc. Et tout ça, pourtant, c'est un moment crucial. C'est un moment crucial quand on annonce ça à ces patients-là, parce que eux, ils ont envie qu'on ait les mots, ils ont envie qu'on ait le temps pour pouvoir répondre à leurs questions, ou parfois, même pas répondre à leurs questions, mais être avec eux. Et ça, c'est pas simple. Alors, l'annonce de la mauvaise nouvelle, elle est souvent attendue comme une menace de mort. Et donc, il y a des peurs. Quelles sont ces peurs quand on annonce les mauvaises nouvelles? Il y a la peur des conséquences physiques de la maladie. On a peur d'avoir mal, on a peur d'être altéré, de parfois d'être dépendant même parfois. On a peur des conséquences psychologiques, on a peur, on a de l'angoisse, on a peur de ne plus avoir le contrôle de soi-même, etc. Parfois on a peur de la mort. Et même si on annonce un diagnostic, une maladie qui est importante, mais pour lequel le pronostic finalement n'est pas si mauvais que ça, eh bien dans la tête ça vous trotte et on a peur de cette issue qui pourrait être la mort. On a peur de l'altération de l'image corporelle, de la perte des cheveux, ou quand on a un cancer du sein, de perdre ce sein. On a peur de la chambre implantable, etc. On a peur des traitements, de la pénibilité. Et vous savez, quand j'annonce parfois des traitements difficiles, ce qui fait peur, ce n'est pas forcément le traitement, c'est c'est la perte des cheveux. Mais la semaine dernière, j'étais avec un monsieur qui s'est concentré sur la perte des cheveux. Et j'ai bien vu que pour lui, c'était ça, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Alors que pour nous, ça pourrait paraître anecdotique pour le docteur, mais ça ne l'est pas. Ce n'est pas anecdotique de perdre ses cheveux. Ce n'est pas anecdotique de perdre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Ce n'est pas anecdotique de ne pas pouvoir faire sa toilette et de la faire à un soignant, ou encore pire peut-être, à son épouse, à ses enfants. C'est pas si évident que ça. On a peur face à l'entourage, on a peur de faire souffrir les proches. Et en situation de fin de vie, la semaine dernière encore, un patient me disait « mais j'ai tellement peur qu'il ne puisse pas faire sans moi ». Alors il ne pense même plus à lui, il pense aux autres. C'est fou cette altérité. Hein. On a peur de perdre son rôle familial, d'être un fardeau, d'être rejeté. On a peur aussi parfois d'être mis sur le banc sur le plan professionnel. Parce que l'annonce de la mauvaise nouvelle, ce n'est pas forcément l'annonce d'une maladie qui va évoluer. Ça peut être aussi l'annonce qu'on ne va pas pouvoir reprendre son travail, ou peut-être pas reprendre le même travail. Et ça, ce n'est pas une mort physique, mais c'est peut-être une mort sociale. Et ça, parfois, ça fait très peur. Hein. Donc, on voit bien que toutes ces annonces, elles peuvent être compliquées. Et les annonces, pour la personne malade, elles sont parfois rassurantes. Ben oui, ça fait 6 mois qu'on perd du poids, ça fait 6 mois qu'on a mal, ça fait 6 mois qu'on ne sait pas ce qui se passe, et enfin, ils ont trouvé un diagnostic. Enfin, ils vont me dire, et ils me disent de quoi je suis malade. Alors oui, certes, c'est une mauvaise nouvelle, mais au moins je sais ce que j'ai. Et ça, c'est parfois extrêmement important pour les patients. Même si, finalement, ça a une action, ça peut conduire à des actions négatives pour ce patient-là. Et puis pour les soignants, eh bien, il y a des études qui ont montré que finalement, ce n'était pas si simple d'annoncer la mauvaise nouvelle. Et là, dans cette publication, on voit bien le niveau d'anxiété. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? En début de consultation, qui c'est qui a l'anxiété? C'est le docteur. C'est le docteur qui va rentrer avec son diagnostic difficile, c'est le soignant, et qui va arriver avec cette idée, cette prise en charge qui va être difficile à faire passer. Donc lui, il est très anxieux au départ, et puis cette anxiété, finalement, il va la transmettre au malade. Ça ne veut pas dire que le malade, quand il rentre dans la salle de consultation, il est tout à fait zen. Non, il est anxieux. Mais cette anxiété, elle va croître au fur et à mesure de la consultation. Alors que l'anxiété du médecin, finalement, elle va descendre au fur et à mesure de cette consultation, parce qu'il va y avoir cette
annonce de mauvaise nouvelle qui va être transmise. Alors, les études ont montré par contre que pour les docteurs, il y a une étude qui avait été faite chez les hématologues, ce n'est pas une fois qu'on a annoncé la mauvaise nouvelle que tout va bien, que l'anxiété n'est plus là. Non, on se rend compte que chez les médecins, l'anxiété, elle peut rester quelques heures, quelques jours, voire plus longtemps, ce qui peut poser d'autres problématiques. Alors les enjeux de l'annonce, ils peuvent être du stress pour le patient, ils peuvent être du stress pour le malade. Du stress pour le patient, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas la maladie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lymphome? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un myélome ou telle autre pathologie? Non, vous ne savez même pas. Vous n'avez même pas entendu parler dans la presse de cette maladie. Parce que vous n'êtes pas informé sur les résultats des examens. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces fichus examens? Qu'est-ce que vous avez à me dire? Parce que vous ne savez pas ce que c'est que les traitements. Et surtout, vous ne savez pas quel est le retentissement. Quel va être le retentissement sur ma vie professionnelle, si vous travaillez? Sur ma vie familiale? Parce que parfois, c'est difficile. Vous êtes une jeune maman. Vous êtes à l'hôpital, qui va s'occuper des enfants? Et c'est extrêmement difficile. Alors attention, maintenant on a Internet, super. Nous, dans nos flux laminaires, j'ai le souvenir d'une maman qui, tous les soirs, dînait avec ses enfants par visio. C'est pas le toucher, mais on passait à la CV et c'est tout juste, elle lui disait, mettez pas les coudes sur la table, ou arrêtez de faire des idiots, alors qu'elle était à 150 km. Parce que ça a un retentissement personnel sur sa place. Et puis parce qu'il ne sait pas s'il va souffrir, il ne sait pas s'il va guérir ce malade, il ne sait pas s'il va mourir. C'est quand même un enjeu difficile. Il ne sait pas comment ça va se passer. Et souvent les patients me disent à l'annonce du début, est-ce que je vais mourir? Et surtout ce que je veux, c'est ne pas avoir mal. Je ne veux pas mourir étouffé. Et ça, c'est des questions qui viennent alors qu'on n'est pas du tout dans cette dynamique. Et on voit bien à quel point ça se bouscule dans l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Et puis du côté du médecin, c'est parfois difficile, parce que des fois le malade, on ne le connaît pas. C'est la première, la deuxième fois qu'on le voit. Alors comment est-ce qu'il va réagir? Et puis des fois, il vient avec ses aidants, puis c'est ses aidants qui s'écroulent à côté. C'est parfois la famille, mais c'est le malade qui soutient la famille, alors que ça devrait être l'inverse. Et puis quand on connaît trop bien le malade, c'est pas plus simple. C'est la troisième rechute, mince, qu'est-ce qu'on va faire? On connaît ses réactions, les aidants, comment ils vont faire. Et puis parce que quand on est docteur, on n'est pas très bien formé à la communication. Ça, on le sait. La psycho-oncologie, ça s'améliore. L'accompagnement, est-ce que c'est médical, l'accompagnement? Mais bien sûr que c'est médical. Et puis parce que on a peur aussi parfois de faire mal. Quand on annonce une mauvaise nouvelle, quand on annonce quelque chose de difficile, on a peur de faire mal à l'autre quand même. C'est quand même pas rien tout ça. Parce qu'on peut avoir aussi la culpabilité quand on est docteur de ne pas guérir. Ah ouais, merde, j'ai fait médecine, c'est pour guérir les gens. Et quand je n'arrive pas à guérir, c'est culpabilité. À la fac, on nous dit, tac, 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 ça se passe comme ça. Mais des fois, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Donc, on a cette culpabilité. Et puis, on est des hommes. C'est-à-dire, ça nous rappelle aussi ce qui peut nous arriver aussi. Et ça, c'est pas si évident que ça. Alors, est-ce qu'on peut annoncer la mauvaise nouvelle à tout le monde? Oui, il y a des études qui ont montré que même en soins palliatifs, alors vous voyez rien du tout au fond de la salle, j'en suis désolé manifestement, même en soins palliatifs, on peut annoncer à un patient qu'on ne va pas le guérir. On n'est pas obligé de lui dire tu vas mourir demain, parce que on ne le sait pas. On ne sait pas qu'il va mourir demain, je suis désolé, on n'a aucune certitude, mais on peut lui dire que oui, on ne va pas pouvoir le guérir. Oui, il peut se passer ça. Oui, il peut se passer ça. Et l'information, elle peut être dévoilée, y compris dans ces moments-là, y compris même si c'est très difficile. Et on voit bien que finalement, dans cette étude où les patients étaient en soins palliatifs, qu'est-ce qu'ils attendaient, ces patients? Qu'est-ce qu'ils attendaient, ces familles? Ils attendaient que les soignants soient accessibles. Bon, ça, on peut, même si on est pressé. Ils essayaient d'avoir un peu de complétude dans l'information. Ouais, mais trop de complétude, trop de détails, tu le détailles. Il faut être attentif. Ils attendaient la franchise. Ouais, c'est hyper important, la franchise. Ils attendaient la compréhensibilité. C'est-à-dire qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur dit. C'est important de dire des choses et que le malade comprenne les choses. Parce que s'il ne comprend pas, à quoi ça sert de dire, Et puis, ils aimaient bien la disponibilité, l'ouverture. Ça, c'est important. Se mettre au niveau du malade. C'est important. Oui, quand le garagiste me parle sur ma voiture, je vous assure, il y a un hiatus monstrueux. Alors il a besoin de m'expliquer parfois des choses un peu triviales et même très banales. Mais ça, c'est important. Il y a besoin d'une réelle compréhension, d'un réel dialogue. Et ça, les malades, y compris en fin de vie, sur cette étude-là, en tous les cas, ils disent qu'on peut
et ils attendent ça. Donc ils attendent plein de choses, la disponibilité. Et pour les familles, être pris à part. Mais attention, être pris à part pour une famille, ça ne veut pas dire annoncer forcément beaucoup plus à la famille qu'au malade. Sinon, il y a un trouble, ça va être difficile. Donc, ils sont attentifs, les familles, à ce qu'on les questionne, qu'on les informe. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se préparer aussi à accompagner l'autre. Et ça, on peut le comprendre. On peut comprendre que l'annonce de la mauvaise nouvelle, ça soit compliqué pour le malade, mais c'est aussi compliqué pour les familles. Donc on va passer, parce que vous ne voyez pas forcément, mais la surinformation tue l'information. On n'est pas obligé de donner tous les détails dans l'annonce de la mauvaise nouvelle, parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien à la qualité de l'information. Par contre, on doit dire un minimum de choses, à l'inverse. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'accompagner le patient. Donc on voit bien que face à l'hétérogénéité des besoins et des attentes, informer, c'est savoir communiquer pour nous, et puis savoir être disponible pour le patient au moment de cette consultation. Alors moi, je ne suis pas disponible toute la journée pour tous les patients à n'importe quel moment, c'est pas possible. Mais par contre, au moment de la consultation, être disponible pour ce patient, ça c'est un élément qui est important. Et pourquoi il faut faire ça? Parce que la loi elle dit que le soin, c'est un acte qui se légitime. On ne peut pas faire de traitement, on ne peut pas faire de soins sur un patient s'il n'a pas eu l'annonce de cette mauvaise nouvelle et si on ne trouve pas de légitimité aux soins. C'est quoi cette légitimité? Que le soin soit exécuté par le soignant, qu'il y ait une finalité médicale et surtout qu'il y ait un consentement. Donc vous avez bien compris, pour qu'il y ait consentement, il faut qu'on annonce la mauvaise nouvelle. Et ça, c'est un élément important. Et ça fait partie du Code civil, vous avez les articles, on passe. Après, et ça c'est compliqué, ce n'est pas parce qu'on informe qu'on a forcément le consentement. C'est-à-dire qu'on peut vous annoncer la mauvaise nouvelle, mais à un moment, y compris avec une information adaptée, on peut ne pas avoir le consentement au traitement. Je vous donne l'exemple de cette jeune femme, 40 ans, qui avait une maladie très grave, et pour elle, la chimiothérapie, ce n'était pas entendable. Alors que pour nous, médecins, c'était 60% de pouvoir la mettre en rémission, et puis même 60% de pouvoir la faire vivre. À 40 ans, c'est hyper important de faire vivre les gens. Et cette patiente, ce n'était pas possible pour elle. Cette chimiothérapie, ce n'était pas entendable. Alors on s'est dit, en tant que docteur, elle est déprimée. Elle n'a pas bien compris. Elle est désinsérée socialement. Peut-être même au sein de sa famille. Mais non. Cette dame, elle avait très bien compris les enjeux de sa maladie. Elle avait très bien compris ce qui allait se passer. Elle avait très bien compris ce pourquoi elle voulait ou elle ne voulait pas le traitement. Elle avait très bien compris, elle avait un travail tout à fait bien, elle avait une famille qui s'entendait parfaitement bien, un enfant avec de bonnes relations, etc., etc. Mais on n'est pas dans le même paradigme. Elle était dans son paradigme à elle, et nous, on était dans notre paradigme de soignant. Et c'est difficile parfois pour nos soignants de délivrer une information et finalement de ne pas avoir le consentement aux soins. Bilan des courses, on n'a pas fait le traitement, elle a vu différents professionnels, on s'est dit qu'on n'avait peut-être pas su l'informer correctement, mais si, elle avait très bien compris. Donc ça veut dire qu'on informe, on annonce la mauvaise nouvelle, et le consentement derrière, eh bien, il peut venir ou il peut ne pas venir. Alors le code de déontologie médicale, on passe parce que vous ne voyez rien, et là, donc du coup, l'information aux malades, il y en a partout. Quand on est hospitalisé, à l'hôpital de Confolens, vous allez sur les murs, je pense que vous avez la charte de patient hospitalisé. On l'a dans tous les centres. Et dans tous ces centres-là, on dit que l'information doit être délivrée, et ça, c'est un élément important. La loi du 4 mars 2002, bien évidemment. Ah, ça, c'est important. Le droit de l'information doit être possible et incombe à tout professionnel de soins. Il n'y a pas que le docteur qui peut informer. Bien sûr, une infirmière ou un infirmier peut donner une annonce dans les limites de sa compétence. Un aide-soignant qui va s'occuper d'une toilette peut délivrer une information, mais dans les limites de sa compétence. On ne va pas demander à l'aide-soignant ou à l'infirmier de dire que la maladie est métastatique. C'est pas son... Mais par contre, ils peuvent retravailler sur la dynamique de l'information. Et ça, c'est important. Et ça incombe à tout professionnel, y compris aux pharmaciens, etc. Et puis, il y a la loi des droits des patients et à la fin de vie du 22 avril 2005 qui vraiment met en avant la volonté du malade. On doit, par tous les moyens, essayer de savoir ce que souhaite le malade pour sa prise en charge, et ça passe par une information. Donc on passera sur les dispositifs de la loi,
Mais ça, c'est un élément important. Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Hein. Il doit être informé sur les différentes investigations et sur les différents traitements. Et dans l'annonce de la mauvaise nouvelle, du coup, ça fait partie des choses que l'on doit faire. Et il est dit que ça doit être fait au cours d'un entretien et que ça incombe à tout professionnel de santé. Et les étudiants en médecine doivent savoir ça parfaitement. Le mettre en application, c'est encore mieux, mais ils savent qu'il vaut mieux délivrer l'annonce de la mauvaise nouvelle tel jour, plutôt le matin, plutôt que le soir, plutôt pas en fin de semaine. Bon, des fois, c'est pas si évident que ça, on fait comme on peut, mais ça fait partie des standards de bonne prise en charge. Et puis, parfois, c'est important, on doit non seulement annoncer la mauvaise nouvelle, mais on doit essayer de travailler, de préconiser la prise en charge. C'est-à-dire que parfois, on a différents traitements à proposer, et puis on vous livre les traitements, et choisissez. Je reviens à mon pauvre garagiste, quand il me voit, il peut me dire, faut changer ça, faut changer ça, faut changer ça, choisissez. Mais je ne suis pas capable de choisir. Je ne sais pas, moi, ce qu'il faut choisir pour cette voiture. Donc, quand on annonce la mauvaise nouvelle, il est dit qu'en tant que soignant, on doit essayer d'accompagner pour trouver la meilleure solution, la meilleure attitude de prise en charge, et ça, c'est un élément qui est important. On doit préconiser. Et que si on est dans l'urgence, eh bien, on peut se passer de l'information, mais par contre, une fois qu'on a passé l'urgence, que le patient il est en capacité de pouvoir entendre, là, il faut redonner l'annonce de la mauvaise nouvelle. Autre chose qui nous tracasse, mais c'est quoi qu'on doit informer? Est-ce qu'on doit informer tous les risques? Est-ce qu'il faut informer les risques fréquents, les risques graves, les risques exceptionnels? Parce qu'il y a des fois, il y a des choses, c'est complètement exceptionnel. Est-ce qu'il faut aller que sur le risque fréquent, sur le risque grave? Donc on voit bien que l'annonce de la mauvaise nouvelle, c'est pas si évident que ça. Et vouloir tout annoncer pour tout annoncer, ça devient compliqué. Mais parfois, la loi nous dit, il faut peut-être aller dans les petits détails. Et c'est pour ça que quand on vous annonce parfois qu'il faut vous greffer, la moelle osseuse en particulier, moi je dis toujours aux patients, oulala, vous allez aller à la consultation de greffe, attention. Vous allez sortir, vous allez être démoralisé parce qu'on va vous donner toute une information de mauvaises nouvelles et que les choses qui sont négatives. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça aussi pour que ça aille mieux. Donc il ne faut pas l'oublier ça. Hein. Et puis il y a la loi des droits des malades, hein, surtout droits des malades et à la fin de vie, il y a deux parties dans cette loi du 22 avril 2005. Un élément important de cette loi, on doit aujourd'hui pouvoir trouver les volontés de ce qu'on veut lorsqu'on n'est pas éventuellement en capacité de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est un élément important de cette loi. Et si on n'annonce pas les nouvelles, eh bien, on ne peut pas se préparer à pouvoir dire ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas, surtout si on n'est plus en capacité de s'exprimer. Autre élément important, ne pas informer, ça c'est une faute d'humanisme. Mais par contre, à trop informer, on est sur une dérive. Vous savez, quand vous voulez passer une coloscopie, eh bien, vous avez 4 pages à lire pour passer la coloscopie. C'est comme un contrat d'assurance. Qui a lu son contrat d'assurance? Eh bien, on voit que l'annonce de la mauvaise nouvelle, les informations, elles sont vues sur un côté médico-légal. Attention, parce qu'il peut y avoir des dérives dans ce contexte-là. Alors, qui est-ce qu'on va informer? Non, voilà. Qui est-ce qu'on va informer? Bien évidemment, on va informer la personne malade. Et la personne de confiance, éventuellement. Ah, personne de confiance. C'est quoi une personne de confiance? Une personne de confiance, c'est une personne que vous, en tant que patient, vous pouvez désigner comme la personne qui peut vous accompagner ou qui peut dire éventuellement ce que vous voulez si vous n'êtes plus en capacité de pouvoir dire. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que vous ne serez plus en capacité de dire ce que vous voulez. Eh bien, si vous avez désigné une personne de confiance avant, et si éventuellement, on a besoin de savoir pour adapter vos traitements ce que vous souhaitiez à ce moment-là, eh bien on va alerter votre personne de confiance, on va l'écouter. Attention, ce que va dire la personne de confiance, c'est pas ce qu'elle pense à elle, en tant que personne, c'est ce que vous pensez que vous lui avez dit. Ça, c'est hyper important aussi. Donc ça veut dire que cette personne de confiance, à un moment, elle peut discuter avec les médecins si vous n'êtes pas en capacité de vous exprimer, et elle ne décidera pas à la place des médecins, mais les médecins entendront, l'équipe soignante entendra. Qui est-ce qu'on va pouvoir informer? Le proche et la famille, bien sûr. Attention, combien de fois on est confronté à cette notion d'agisme, avec cette personne qui est âgée, qui arrive dans nos services où c'est difficile et on dit « Ah non, ne lui dites pas ».
Mais pourquoi je ne le dirais pas? Bien sûr, je vais vous informer, vous, en tant que famille. Mais pourquoi je ne vais pas lui dire qu'il a une maladie qui va nécessiter un traitement? Est-ce que je peux lui faire un traitement sans lui dire qu'il a cette maladie? Vous voyez, on est obligé de passer, parce que sinon, ça va être compliqué, il va perdre confiance. L'équipe soignante, c'est important d'annoncer aussi à l'équipe soignante. Parce que si on veut avoir de la cohérence, il faut que nos infirmiers, nos aides-soignants, l'équipe de SSR, l'équipe d'hémato ou d'autres, aient une cohérence dans la prise en charge. Et enfin, le médecin traitant. Le médecin traitant, il est mis en dernier, mais il est le pivot. Mais vous savez, aujourd'hui, avec Internet, avec le téléphone, eh bien, c'est comme quand on était avec les signaux de fumée. Parce que parfois, c'est difficile de joindre le médecin traitant. Alors, le médecin traitant, lui, il a beaucoup de mal à joindre l'hôpital. C'est pas que d'un côté, c'est dans les deux sens. Et pourtant, il y a Internet, il y a plein de choses. Mais cette communication, elle est extrêmement importante. Parce que quand le patient n'est plus à l'hôpital, qu'on lui annonce un diagnostic difficile, si le médecin traitant n'est pas informé, c'est une problématique. Parce que vers qui vous allez vous retourner? Vers votre référent. Et votre référent, c'est votre médecin traitant. Et s'il ne sait pas, vous imaginez la difficulté dans laquelle il va se trouver, et vous, pareil. Donc, on va informer toutes ces personnes. Personne de confiance, elle a un rôle d'accompagnement, elle a un rôle de consultant. Attention, elle ne décide pas à la place du malade. Hein, cette personne de confiance, elle est là pour accompagner. Et je vous ai parlé de la famille. Oh, la famille, tout un poème, la famille. Les structures familiales sont des entités à géométrie variable. Vous voyez ces petits doigts-là? Eh bien voilà, c'est ça les familles. Parfois, les familles sont très unies, parfois elles ne sont pas très unies, parfois elles sont même dispersées. Parfois elles sont dispersées mais elles vont s'unir, et parfois elles sont très unies et vont se désunir. C'est pas simple. C'est pas simple l'annonce de la mauvaise nouvelle et de passer par cette structuration familiale. Donc il va falloir qu'on sache, qu'on décrypte les codes de la famille pour pouvoir annoncer. Ah, des fois c'est un peu compliqué. Hein. C'est pas simple. Donc la famille, c'est un élément important. Alors il y a quelques réserves à l'annonce de la mauvaise nouvelle. Parfois, il est dit dans le code de déontologie médicale, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes, appréciées en conscience par le praticien, le malade peut être tenu dans l'ignorance. Bah ouais, des fois on considère que le malade est trop en difficulté, donc il vaut mieux pas dire. Oui, mais ne pas dire n'est pas une solution. Donc il va falloir dire, peut-être dire autrement, mais maintenir un patient dans l'ignorance, c'est pas si évident que ça. Et c'est peut-être même un peu trop facile sur le plan médical de se dire bon, il n'est pas en capacité d'entendre, donc je ne lui dis pas. Donc oui, il faut respecter les volontés du malade. Il y a quand même une réserve. On peut décider de ne pas dire l'annonce de la mauvaise nouvelle, mais si c'est une maladie contagieuse, là, il n'y a pas le choix. Il faut annoncer. Parce que si vous avez une maladie qui peut contaminer d'autres, ça serait quand même difficile de ne pas annoncer à ce malade la nécessité, cette mauvaise nouvelle, pour qu'il puisse protéger les autres. Ça, c'est un important. Donc je vous disais, attention à ne pas confondre la volonté de ne pas savoir des personnes et la difficulté du praticien parfois à dire. Des fois, on est tellement émotionnellement impliqué dans notre relation avec le patient que parfois c'est difficile. Et on se dit, oh non, il ne va pas être en capacité d'entendre. Ben, c'est pas si évident que ça. Et puis parfois, il y a des dérives. Et ça, c'est les anthropologues qui l'ont dit. Attention aux préjugés dans l'annonce de la mauvaise nouvelle. Des fois, on se dit, oh, il est chétif, il ne va pas bien comprendre. À quoi bon? Eh bien, les études ont montré que il faut être très vigilant à ça, parce que sinon il y a des dérives. Et que tout patient a le droit à une information qui lui est adaptée, quelle que soit sa capacité. Alors quand est-ce qu'on va informer? Eh bien on va informer à différents moments. Donc il n'y a pas une annonce à un moment donné de la mauvaise nouvelle, mais il y a des annonces de la mauvaise nouvelle. Et ces annonces de la mauvaise nouvelle, elles sont parfois pas simplement en soins palliatifs. Et on voit bien sur ce schéma-là, par exemple, c'est un schéma d'une prise en charge de cancer. On est dans une prise en charge curative, donc on va annoncer la mauvaise nouvelle ici. On va dire, vous avez une pathologie cancéreuse, etc., c'est difficile, on va vous proposer des traitements, et on va se dire, ça y est, on a annoncé la mauvaise nouvelle. Et puis on va se dire, oh, il est en rémission, voire même il est guéri. Et on se dit, c'est chouette, j'ai plus de mauvaises nouvelles à annoncer. Et je me souviens de ma chef de service qui m'a dit, oh là là, j'étais en retard sur une consultation, etc., et puis j'avais eu une patiente qui était en rémission depuis 10 ans, et c'était la dernière fois que je la voyais, donc ça devait aller vite, il n'y avait pas de choses transcendantes. Et la dame s'est affalée sur la chaise de consultation et a dit à ma chef de service, je suis morte. Alors qu'elle était guérie de sa maladie.
je suis morte. Et donc on voit bien que parfois les annonces de mauvaises nouvelles, elles arrivent aussi à différents moments. Pourquoi est-ce qu'elle se disait morte? Parce que socialement c'était difficile, parce que son couple avait éclaté avec la maladie, etc., etc. Donc on voit que parfois les mauvaises nouvelles, ce n'est pas que quand ça va mal. Parfois c'est aussi quand ça va bien. Et il faut savoir les décrypter parce que cette personne elle a besoin d'être accompagnée. Et puis malheureusement, parfois on ne guérit pas la maladie. Et puis il va y avoir des annonces successives. Là on va avoir l'espoir de vous guérir. Et puis là on ne va plus avoir l'espoir de vous guérir. On va peut-être avoir l'espoir de stabiliser la maladie. Ah, mais là on la stabilise plus. Ah, et là on la stabilise plus du tout, mais même ça s'aggrave. Et puis là ça s'aggrave beaucoup. Et là ça sent vraiment le roussi. Donc vous voyez qu'à n'importe quel moment, quasiment tous les jours, tous les 2 jours, il peut y avoir une annonce de mauvaise nouvelle. Je pouvais me lever, je ne peux plus me lever. Ah, je pouvais faire ma toilette, je ne peux plus faire ma toilette. Ah, vous voyez que là l'annonce de la mauvaise nouvelle, elle arrive très régulièrement. Alors quand on est des bons docteurs, eh bien on a des recommandations. On lit ça et on doit savoir annoncer les mauvaises nouvelles. Sauf que vous avez beau avoir la notice de votre voiture, hein, c'est pas parce que vous l'avez lu que vous savez manier votre voiture. Là c'est pareil, c'est pas parce qu'on a les consignes que c'est si évident que ça. Et puis parfois, il y a du temps. Il y a une notion de temps pour annoncer. C'est-à-dire que, vous savez, moi je cours tous les jours. Hein. Je commence très tôt le matin, je finis tard le soir. Eh bien ça va vite, ça va parfois très vite. Et à un moment, ce temps il va se figer. Et ce malade qui est en face de moi va me dire « Docteur, vous savez, je pense que je vais mourir. » Et là, je lui dis « Mais pourquoi vous me dites ça ?» Et là, vous voyez, c'est bon. Je suis au bon moment. C'est dans le kéros. C'est-à-dire, c'est le moment où cette statue, là, avec sa chevelure, c'est le moment où il va falloir choper cette chevelure. Parce que là, le malade, il a compris des choses et c'est le moment de pouvoir annoncer des choses parfois difficiles. Et si là, je lui dis « Ah, mais non, monsieur, on va tous mourir », là, c'est perdu. C'est perdu, j'ai perdu mon temps. Parce que là, je ne suis plus dans le kéros, je reviens dans le chronos, et peut-être que jamais le patient ne me reparlera de ça, parce qu'il dira « Bon, c'est bon, le docteur Moreau, je peux rien lui dire, il n'a rien compris. » D'accord? Vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, comment on va informer? Alors les dessins, vous ne les voyez pas. Il faudrait que ça soit plus gros. À la méthode chirurgicale, vous êtes foutu, ou vous avez un cancer des oreilles, ou etc. Des petites notes humoristiques, mais qui ne sont pas si humoristiques que ça. Et puis Nicole Albi, qui est une psycho-oncologue, nous disait « L'annonce de la mauvaise nouvelle en cancérologie, c'est ce qu'un médecin n'a pas envie de dire à un malade qui n'a pas envie de l'entendre. » Et si c'est ça l'annonce de la mauvaise nouvelle, alors on peut comprendre que la communication soit difficile. Moi, j'ai pas envie de dire ça. Franchement, j'ai envie de lui dire « Oui, on va continuer, on va travailler. » 2 petites choses supplémentaires. Pour nous, médecins, nous soignants, on est confrontés à 3 choses. On est confrontés au pire. C'est vrai que tous les jours, on voit des choses et les soignants vont nous le dire. C'est vraiment un métier tragique. Des fois, on est... c'est compliqué. Mais on est confronté aussi à l'autre. Ce n'est pas une voiture qu'on a en face de nous, c'est une personne. Et donc c'est un métier éthique. Et donc je ne réagis pas comme quand ma voiture est en panne. En face de moi, j'ai une personne. Et puis enfin, la 3e confrontation qu'on doit savoir pour les docteurs, c'est qu'on est confronté à soi en tant que soignant. Et on a beau en discuter en équipe, quand moi je suis oncologue singulier avec un patient, que je dois lui annoncer cette mauvaise nouvelle, eh bien je suis seul face à lui. Et je dois me dépatouiller face à lui avec ce que j'ai à lui annoncer. Et donc ça en fait un métier finalement assez solitaire, même si on l'a discuté. Et donc ça c'est important de le savoir. Quelques petits points. Pour communiquer, pour annoncer la mauvaise nouvelle, eh bien il faut qu'il y ait une oreille. Et l'oreille c'est vous, c'est le patient. Et puis derrière, il faut qu'il y ait une belle bouche pulpeuse. La belle bouche pulpeuse, je vais y arriver, c'est moi. Donc je suis l'émetteur et je suis le récepteur. Et vous voyez qu'il y a un fil téléphone. Et que moi, en tant que soignant, je vais devoir trouver le canal de transmission. Comment je vais pouvoir annoncer cette mauvaise nouvelle? Par quel canal je vais entrer dans cette relation? Il va falloir que je décode ce que veut savoir le malade, comment il peut le savoir et quels mots je vais envoyer. Il va falloir que je décrypte le message en fonction du contexte. Et vous voyez que ça, c'est pas si simple que ça. Mais il y a un élément qui est important, c'est que là, la flèche elle va dans les 2 sens.
C'est-à-dire que moi, je vais vous annoncer la mauvaise nouvelle, mais qu'à un moment, vous allez m'arrêter. Parce que vous n'êtes plus là. Et je vois bien que vous n'êtes plus là, que je vais m'arrêter. Parce que vous avez peut-être envie de pleurer, donc je vais m'arrêter. Parce que peut-être vous avez une question, donc je vais m'arrêter. Donc on voit que la flèche, elle est dans les deux sens. Et donc ce processus de communication, il est dynamique. Il faut bien savoir que ça ne va pas que dans un sens, et ce n'est pas que le docteur qui parle. Il va falloir trouver les mots, trouver les gestes, parfois. Et je vous assure, quand on n'est pas à l'aise, on a l'impression que tout le monde le voit. On a l'impression d'être rouge, d'avoir du mal à avaler sa salive, c'est compliqué. Il va falloir trouver le ton, et trouver aussi des silences. Et des fois, les silences en consultation, c'est hyper angoissant pour le docteur, qui va repartir. Mais pour le malade, c'est hyper nécessaire. Alors, un truc qui est hyper important, c'est que lorsqu'on communique la mauvaise nouvelle, on peut passer 30 minutes avec vous, les mots ne représenteront que 7% de la qualité de cette information. C'est-à-dire que vous n'allez retenir que 7% de cette consultation. C'est très peu. Donc, on est capable de sortir de la consultation d'annonce de mauvaises nouvelles sans finalement savoir ce qui se passe. Parce que c'est difficile pour le patient d'intégrer. Par contre, vous êtes hypersensible à la façon dont on vous accueille, et c'est normal. Vous êtes très sensible à ça. Et la façon dont on va élaborer notre message. C'est-à-dire la façon dont on va avoir les considérations pour vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Mais finalement, les mots, c'est peu important. Et puis, on sait qu'en termes de communication, il faut faire attention aux mots que l'on va employer. Et que si vous débutez d'emblée avec le terme cancer, ça a une charge émotionnelle négative. Donc il y a des mots qui ont des charges émotionnelles positives et négatives. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les manier pour pouvoir englober l'annonce de la mauvaise nouvelle, pour pouvoir faire passer un message. Et puis il y a un autre truc qui est hyper important, c'est le débit. Alors moi, je suis capable de parler des heures et des heures, hein, faites gaffe. J'ai un débit de parole de 170 mots par minute. Sauf que vous réfléchissez à une vitesse 4 fois supérieure de 600 mots par minute. Donc, quand je vous vois pour l'annonce de la mauvaise nouvelle, si je ne vais pas d'emblée vous annoncer les choses, vous vous êtes imaginé déjà plein d'autres choses. C'est pour ça que quand vous êtes infirmier aux urgences, que vous devez prévenir une famille qu'il y a eu un accident de voiture, etc., d'emblée, vous devez dire au téléphone, c'est l'infirmière des urgences, attention, il n'y a peut-être rien de grave. Parce que la personne qui est en face, elle réfléchit à 600 mots minute, et vous n'avez déjà peut-être rien dit, que la personne en face pense que la personne qui est aux urgences est déjà décédée. Donc il faut faire attention, et ça c'est des techniques de communication, il faut être très vigilant. Donc aller assez vite au but pour ne pas laisser au patient le temps de gamberger. L'information doit être claire et loyale, on va passer, intelligible. Bon, il faut faire mal sans faire trop mal, donc il y a des techniques, on va passer. Parler beaucoup, comme je le fais tout de suite, comme disait Sophocle, ces parler à propos ne sont pas les mêmes choses. Donc il n'y a pas forcément besoin de parler des heures et des heures, il faut parler plutôt bien. Donc à nous d'être pédagogiques, et pour vous c'est extrêmement important, de comprendre ce qui se passe. Et nous on va répéter, on va faire peut-être des schémas, on va peut-être reprendre l'information, et ça c'est un élément important. Autre chose qui va être important dans l'annonce de la mauvaise nouvelle, c'est ce que je vous disais, c'est le silence. Parce qu'à un moment vous en avez marre de m'entendre parler, et vous dites stop, il faut s'arrêter. Parce que vous avez besoin de souffler dans ce que je suis en train de vous annoncer. Et vous savez qu'en anglais, l'anagramme de silence, de silent, c'est listen. Et donc, quand on fait du silence, finalement, dans une consultation, on écoute l'autre. Et ça, c'est un élément qui est aussi important. Et puis, les bénévoles nous diront qu'il y a l'empathie. Et l'empathie, elle est fondamentale. Je ne suis pas à votre place. Et quand j'annonce une mauvaise nouvelle à un patient, je sais que je ne suis pas à sa place. Quand j'annonce la mauvaise nouvelle à ce père de famille, ou à cette mère de famille, ou à cet adolescent, je sais que je ne suis pas cet adolescent. Mais à moi d'avoir la capacité de comprendre ce que peut ressentir aussi cet adolescent, ce père de famille, ce grand-père, etc. C'est ça aussi l'empathie. C'est de savoir qu'on est à notre place de docteur, mais c'est d'essayer d'imaginer ce que peut ressentir. Et ça, c'est un élément qui est important dans l'annonce de la mauvaise nouvelle et qui permet d'être au plus proche de ce que peut vouloir ressentir le patient. Alors, il faut écouter l'autre, l'écouter sans l'interrompre, le malade. Mais le malade, il faut qu'il nous écoute aussi.
Écouter sans juger. Ben oui, un malade, il a le droit de dire autre chose que le docteur. Et le docteur, il a aussi le droit de dire autre chose que le malade. D'occuper sa juste place, d'avoir une écoute distanciée, de respecter les silences. Ça, c'est un élément qu'on vient d'aborder. C'est être technique. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre dans la mauvaise nouvelle? Bon, bah, si je vous écoute, il y en a plein d'erreurs. Mentir, banaliser. Bah oui, on va tous mourir. Bah non, mais ça, le patient qui est dans cette situation-là, il n'a pas envie d'entendre ça. Ça n'a aucun intérêt de banaliser comme ça. Ou alors se dérober. Se dérober, c'est compliqué. C'est compliqué pour un patient. Quand le médecin, le soignant se dérobe. Je ne suis plus le bon malade. C'est important pour le malade d'être là, mais quand on n'est plus le bon malade, celui qu'on ne peut pas guérir, est-ce qu'on est toujours un bon malade qui est digne d'intérêt? Mais oui, on est toujours un bon malade digne d'intérêt. Ne parler que l'aspect scientifique. Être le seul à parler sans laisser l'autre parler, parce que je vais vous laisser parler. Annoncer entre deux portes, par courrier ou par téléphone. Malheureusement, ça arrive. Ne pas parler de la suite de la prise en charge. On ne va pas vous guérir, et après. Et après. Mais s'il n'y a pas d'après, c'est terrible, s'il n'y a pas d'après. Il y a toujours un après, même quand les situations sont très avancées. Et ne pas inviter à poser des questions. Parce que si on pose des questions, ça peut être un petit peu dangereux. Quels sont les écueils pour nous? C'est qu'on soit trop de docteurs à donner des informations. Donc il n'y a aucun qui est responsable. Ce qui est embêtant aussi pour vous, c'est qu'une infirmière ou un docteur dise ça, et l'autre dise autre chose. Le retard de l'information, ça tarde à venir. Donc ça, c'est un écueil. Ou alors d'oublier la personne. Et je pense aux personnes qui sont très âgées. Attention, même des personnes qui ont des troubles cognitifs, il faut savoir expliquer avec des mots simples. Il y a une interaction, il y a une interaction. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'interaction, mais il y a une information. Je finirai là-dessus, parce que j'étais un peu long. Il y a 10 obstacles à la communication. Alors ça, c'est absolument pas médical. Ça, c'est Bernard Werber qui écrit Les fourmis, donc c'est pas du tout médical. Mais on sait bien que dans l'annonce de la mauvaise nouvelle, moi, en tant que médecin, il y a ce que je pense que je vais dire au malade. Il y a ce que je veux lui dire. Il y a ce que je crois lui dire, et il y a ce que je lui dis vraiment. Ah, c'est compliqué ça. Oh purée, qu'est-ce qu'il nous dit là? Ça fait 1 heure qu'il parle, il m'embrouille complètement. Ouais. Des fois, j'ai envie de vous dire que la réponse, elle n'est pas là. Et quand on a une pathologie X ou Y, certaines pathologies, dont je ne citerai pas le nom, eh bien, je vais dire, vous avez répondu à tel pourcentage. Et si c'est plus de 50%, eh bien, ça peut laisser croire que c'est une bonne réponse. Et puis parfois, pour certaines maladies, quand on est à 60%, c'est pas forcément une bonne réponse. Mais le message qu'on envoie, c'est une bonne réponse. Et donc, moi, en tant que professionnel, je pense que je dis que la réponse, elle n'est pas bonne. Je veux lui dire que la réponse, elle n'est pas bonne. Je crois lui dire ça, mais en fait, je ne lui dis pas vraiment ça. Et donc, forcément, il va y avoir une discordance. Parce que si le patient il pense qu'il est en bonne réponse et que je lui dis après, non, on va changer de traitement et en faire une greffe, on peut dire, mais pourquoi vous me faites ça puisque je réponds bien? Eh ouais, on voit bien qu'il y a une difficulté. Et puis du côté du malade, il y a ce que vous avez envie d'entendre. Il y a ce que vous avez envie d'entendre. Il y a ce que vous croyez entendre. Il y a ce que vous avez envie de comprendre. Parce qu'entre entendre et comprendre, des fois c'est un peu compliqué. Et puis il y a vraiment ce que vous comprenez. Et des fois, on se rend compte que dans l'annonce de la mauvaise nouvelle, on a dit des choses, vous aviez envie d'entendre quelque chose, vous avez compris autre chose, et puis finalement, vous allez retenir que cette autre chose, qui n'est peut-être pas ce qu'on souhaite. Donc si c'est ça, annoncer la mauvaise nouvelle, eh bien on peut penser qu'effectivement c'est très compliqué. Donc il y a encore 45 diapos, donc je pense qu'on va s'arrêter là. S'il y a des questions, je suis tout à fait preneur. Je peux pas ne pas terminer sur cette question. On annonce des mauvaises nouvelles. Vous savez, des fois, la vérité, la science, etc. Mais combien de patients j'ai, alors qu'ils ne devaient pas aller bien, vont bien 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans après? Eh bien, il y a une question aussi dans la médecine auquel on doit faire appel, c'est cette incertitude. Des fois, c'est écrit dans les bouquins que ça doit se passer comme ça, et des fois, ça ne se passe pas comme ça. Des fois,
Ça se passe vraiment comme ça, dans une majorité de cas, ça peut se passer comme ça, mais des fois, il y a cette incertitude. Et j'ai coutume de dire aux patients, quand je leur annonce des nouvelles difficiles, ben, vous savez, il y a 6 mois, la porte, elle était comme ça. Ben, il y a 4 mois, elle était comme ça. Là, aujourd'hui, elle est comme ça, mais elle reste comme ça, la porte. Et donc, si cette porte, elle reste comme ça, ben, c'est qu'on peut encore se faufiler dans cette porte. Se faufiler vers quoi? On ne sait pas. Dans tous les cas, on peut se faufiler. Donc, il y a encore cette question d'incertitude. Et quand il y a une question d'incertitude, ben, il y a toujours une question d'espoir derrière. Et je pense qu'un malade, même avec l'annonce d'une mauvaise nouvelle, il doit y avoir cette ouverture vers l'espoir qui est extrêmement importante. Voilà.